Dites-moi, pas très discret le bonhomme, hein, et tout ça fait un peu amateur, non? Je suis d'accord avec vous. Et effectivement, on l'apprendra un peu plus tard, ce personnage, l'assassin donc, n'était pas un tueur expérimenté. Un mauvais garçon, certes, mais pas un exécuteur. Et la police, alors, que pense-t-elle et comment procède-t-elle, hein? Elle cherche d'abord dans la vie professionnelle de l'avocat. Oui, ça c'est logique, hein. Mais la veuve et les amis politiques de Messili, eux, accusent unanimement les services algériens d'être les commanditaires de l'assassinat. Son ami, Haït Ahmed, affirme même avec une certaine prescience, ils ont dû prendre n'importe quel mec. Comme assassin, oui. Mais sont-ils écoutés par les enquêteurs? Pas vraiment, car autant vous le dire tout de suite, les enquêteurs ne font pas de zèle. Et ils ont des ordres? Ça me paraît évident, car ils ne sont pas naïfs et eux aussi soupçonnent les services algériens. Mais en haut lieu, on ne souhaite pas envenimer les rapports avec l'Algérie. Or, justement, ces relations, après avoir connu des hauts et des bas, sont redevenues très bonnes. Et écoutez bien, dans les heures qui ont suivi la découverte de l'assassinat de Messili, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, aurait pris son téléphone et appelé l'ambassadeur d'Algérie pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, votre pays n'est pas concerné par l'affaire. » Alors qu'on en est tout juste aux prémices de l'enquête. Hein. Par conséquent, les policiers ne sont pas très motivés et n'ont guère envie de suivre une piste purement algérienne. Pardonnez-moi de revenir en arrière, là, mais comment expliquer cette embellie de nos rapports avec l'Algérie? Bon, dehors même des relations économiques que nous entretenons. Nos gaz. En particulier. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'à chaque fois que nous connaissons des difficultés au Proche-Orient, Alger est mis à contribution et prié de s'entremettre. Ouais, en 1987, nous avons des otages au Liban. C'est ça. Ça signifie par conséquent que nos services spéciaux se connaissent très bien et coopèrent à l'occasion. Il faut dire, et vous le savez déjà, que les Algériens ont monté un service de renseignement très efficace. L'un des tout premiers au monde. Mais un organisme qui multipliera aussi les sales coups. Je pense à sa manipulation un peu plus tard des islamistes. Vous avez raison, nous en avons souvent parlé. En tout cas, pour revenir strictement à l'affaire Messili, il y a heureusement des gens qui dans l'ombre veulent faire éclater la vérité et troubler ce jeu de la connivence qui existe entre Alger et Paris d'une façon très habile. Le 15 avril 1987, une semaine après l'assassinat d'André Messili, le Canard enchaîné écrit « À Matignon, au Quai d'Orsay et à l'intérieur, chacun tient les services secrets d'Alger pour responsables de l'exécution. Les excellentes relations actuelles entre Mitterrand et Chadli, ou entre Pasqua Pandro et leurs homologues algériens, n'empêchent pas les soupçons. Mais pas de vague. Il ne faut surtout pas contrarier Alger. Michel Naudy, déjà cité, écrit que la préfecture de police a par exemple interdit aux amis de Messili d'accompagner sa dépouille de l'Institut médico-légal jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Messili, après avoir été un avocat incommode, serait-il devenu un cadavre encombrant? Demande Naudy. Et il poursuit. Le fait est que l'enquête n'avance pas. Un comité de défense se constitue et constate le 17 juin que rien n'est fait pour faire la lumière dans le dossier. Henri Leclerc, alors avocat de la famille Messili, estime que la police, n'ayant rien trouvé dans l'entourage ou dans les dossiers de l'avocat, est restée l'arme au pied et que le juge d'instruction, je cite, ne dirige pas cette enquête. Lorsque la police traîne les pieds, il faut parfois la stimuler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, on peut lâcher un petit tuyau par-ci, par-là, enfin, histoire de la remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qui va se passer dans l'affaire Messili? Oui. Une première fois, un peu plus d'1 mois après l'assassinat de Messili, un inspecteur de la mondaine, comme on disait alors, recueille un tuyau providentiel. André Messili aurait été tué sur contrat par un certain Malek. Obligeamment, on fournit aux policiers le numéro de téléphone de ce type et on ajoute que cet individu, qui aurait un casier judiciaire chargé, vivrait avec une femme d'origine maghrébine. Mais quand vous dites « on », enfin l'informateur, de qui s'agit-il? Un de ses indicateurs, bien sûr. Un homme qui, à l'évidence, à lui-même, était bien informé. Dans le dessein de faire parvenir ces tuyaux à votre policier de la mondaine. Exactement. Ouais. Et derrière, il y a quelqu'un quand même, un commanditaire. Sans surprise, l'indique dit que c'est un responsable des services spéciaux algériens. Avec des détails aussi précis. Ça ne doit pas être trop difficile d'identifier ce Malek. Hein. Ça me paraît évident. Et la fiche qui sort des sommiers de la préfecture de police correspond à celle d'un repris de justice nommé Malek Amelou. Ouais. Quel est son pédigré?
Ce Kabyle, âgé d'une trentaine d'années, a accumulé vol, escroquerie, proxénétisme, détention d'armes, et j'en passe. Sa concubine, Fatna, a eu aussi affaire à la justice. Et tous deux vivent dans le 10e arrondissement de Paris, près de la gare de l'Est. Donc pas très loin de l'endroit où le chauffeur de taxi a déposé son client bavard. Rue du Faubourg des Temples. Donc ça colle et les policiers s'y précipitent. Hein. Et ils trouvent porte close. Ah, les oiseaux se sont enfuis. Et la boîte aux lettres bourrée de courriers atteste qu'ils sont partis depuis plusieurs jours. Échec donc. Provisoire. Car un deuxième tuyau parvient à la police très peu de jours après le premier. Par le même canal? Non, un inspecteur qui, comme le premier, n'a rien à voir avec l'affaire Messili, reçoit lui aussi un tuyau. Le tuyau dont rêve tout policier, tout y est. Les noms, les lieux, le montant du contrat. C'est extraordinaire. Oui, vous ne croyez pas au hasard. Bien entendu. Je sais que dans le milieu, contrairement à ce qu'on prétend, il n'existe aucun code de l'honneur et qu'on bavarde à tort et à travers, mais il y a quand même des limites. Et là, elles sont franchement dépassées tant les précisions sont accablantes. Racontez alors. Une confirmation. L'assassin est bien le dénommé Amelou. Il agit de conserve avec un certain Sami. 2 hauts personnages algériens. Leurs noms et leurs fonctions sont donnés. On proposait 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. C'est un effet étonnant. Ce n'est pas fini, parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance, et en particulier le signalement d'Amelou, de Sami, et des 2 hauts responsables algériens, dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek Amelou, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède 2 voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des 2 voitures, et même l'adresse du garage où elles sont remisées. Ça peut pas être plus coopératif. N'est-ce pas? Et j'allais oublier. On dit que ce Malek Amelou est en Algérie, mais que sa concubine, qui se trouvait avec lui, est de retour en France. Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière. Oui, mais d'abord, ils vérifient le tuyau. Tout est exact. La ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute. Et rapidement, ça donne des résultats. Malek appelle sa compagne depuis l'Algérie. Très mystérieusement, il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la 3e semaine de juin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris un an plus tôt, en 1986. À Alger, ce type a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats. Et il y a du vrai là-dessous, là? C'est très possible. Les services algériens, qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et qui, je vous l'ai dit, servaient souvent d'intermédiaires avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait. Ouais. Et qu'apprennent-ils encore, alors, grâce à ces écoutes? Le souteneur parle d'argent caché en Corse. Voilà. L'argent du contrat? Certainement. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek Amelou à Paris. Et ils l'arrêtent sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. C'est bien le moins. Et ça donne quelque chose? D'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier trouvé dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne, paraphé par un certain capitaine Rachid Hassani. Et ce voyou avait gardé ce document sur lui. Une imprudence incroyable, non? Ouais. En tout cas, le mystérieux indicateur avait donc raison sur tous les plans. Oui, cependant Amelou, placé en garde à vue, n'est guère bavard. Il raconte des bobards et nie bien sûr toute participation dans l'assassinat de Messili. Est-ce qu'il est confronté là, avec les 2 témoins Christine, c'est ça, oui. Et puis le chauffeur de taxi? Le chauffeur de taxi? On néglige de le convoquer. Quant à Christine, il se passe quelque chose de très curieux. Lorsqu'au cours d'une séance traditionnelle de tapissage, on lui présente Malek Amelou au milieu de 4 autres hommes, elle éclate en sanglots. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sans nul doute, elle a reconnu l'homme au parapluie, l'assassin de son ami Messili, mais elle a peur. Sans doute a-t-elle déjà été menacée. Conclusion, elle hésite et n'identifie pas Amelou comme l'homme qui est entré dans l'immeuble de l'avocat et ressorti tout de suite après. Mais est-ce que le signalement qu'elle avait donné précédemment correspondait avec le physique de Malek? Tout à fait. À part une moustache toute récente, mais que Christine ait ou non reconnu Malek Amelou n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que le sort du malfrat est déjà scellé. Ah bon, c'est-à-dire ça? Alors que Fatna, qui a été placé en garde à vue en même temps que Malek, commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur.
L'Algérien et sa compagne sont expulsés en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. Ah ben, on ne veut pas qu'il parle, quoi. C'est évident. Et on ne veut surtout pas déboucher sur une mise en cause de l'Algérie. Mais et le juge d'instruction, alors? Bon, c'est passé de lui demander son avis. Et l'affaire en est restée là? Sur le plan policier, oui. Le comparse de Malek, le nommé Sami, qui s'appelait en réalité Nemnouch, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient plus ou moins été mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messili... Il y a le colosse, là? Oui, Khaled Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis de l'avocat qui l'avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messili. Mal lui en a pris. 2 ans après Messili, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte entre malfrats. Ouais, un peu facile, non? Bien évidemment. Alors, venons-en au dernier développement. Dès qu'il est arrêté, Mohamed Zian Hassani proteste de son innocence, on le confond avec quelqu'un d'autre. Ouais, le vrai Rachid Hassani. Mais bon, il faut rappeler que cette arrestation a eu lieu il y a 2 mois, au mois d'août. Et d'ailleurs, dit-il, il n'a jamais fait de carrière militaire. Cependant, ce transfuge dont je vous ai parlé, l'ex-colonel Samraoui, affirme qu'il s'agit bien du capitaine Hassani qu'il a connu. Mais pour introduire un peu plus de confusion, l'autre transfuge, Aboud, nie que l'homme arrêté à Marseille-Marignane soit le Rachid Hassani qui a remis 800 000 francs au tueur. Ah, ça c'est grande confusion, alors que penser? Bon, je me bornerai à faire 3 observations. D'abord, la modification du patronyme et du prénom ne signifie rien. Il s'agit là d'une pratique courante des services secrets, lorsqu'ils veulent couvrir un agent. Par contre, si ce Hassani est réellement coupable, il aurait certainement évité de venir en France. Oui, à cause du mandat d'arrêt délivré contre lui. Bien entendu. A contrario, son attitude est curieuse. Votre confrère de France Inter, Benoît Colomba, vient de le révéler. Hassani a refusé d'être soumis à des tests génétiques et graphologiques. De la même façon, il ne veut donner aucun détail sur son CV. Et s'il était innocent, il devrait satisfaire sans problème à la curiosité du juge. Bah, évidemment. Alors, pour terminer, je vous donne quelques clés pour mieux comprendre cette affaire. À plusieurs reprises, j'ai évoqué des gens haut placés qui, à Alger, donnaient des informations à Messili et ont ensuite téléguidé l'enquête de la police française. Ces personnages ont tout fait pour que la vérité éclate. Ouais, mais ils ont échoué. Il faut malheureusement le reconnaître. Et pourtant, ils avaient transmis des renseignements explosifs à Messili. Quoi alors? Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose, et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Je vous écoute, là. Lorsqu'il a été assassiné, Messili venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques français. Versement attesté par des documents émis par la pairie générale de l'ambassade d'Algérie à Paris. Voilà pourquoi l'avocat a été liquidé de toute urgence par un tueur maladroit qui a semé sur son chemin de nombreux petits cailloux blancs.